Le sang gouttait sur le marbre blanc de la salle de bain corporative, chaque goutte résonnant comme un tambour dans le silence étouffant. Helena agrippait Lévi avec force, observant son reflet déformé à travers sa vision embuée. La robe en soie, qui coûtait plus qu'une voiture, était déchirée sur le côté. Ses cheveux parfaitement lissés étaient en désordre, révélant la vulnérabilité qu'elle cachait depuis des années derrière son armure de pouvoir. 3 heures plus tôt, elle dirigeait une salle de réunion avec 50 cadres suspendus à chacun de ses mots. Maintenant, elle peinait à rester debout. La dispute avec Richard avait commencé comme toujours. Chiffres, contrats, contrôle. Il voulait qu'elle signe les documents qui transféreraient 40% de ses actions à son nom. Il prétendait que c'était naturel après 3 ans de fiançailles, que les couples modernes partageaient tout. Mais Helena connaissait les hommes comme Richard. Elle les connaissait parce qu'elle avait construit un empire en apprenant à lire entre les lignes, à détecter les mensonges enveloppés de sourires charmants. Quand elle a refusé, son visage a changé. Le masque de CFO sophistiqué et de petit ami attentionné a fondu comme de la cire sous les flammes, révélant quelque chose qui avait toujours été là, tapis. Ses mains, qui caressaient auparavant son visage avec une délicatesse calculée, se sont transformées en armes. La première gifle la prit au dépourvu. La deuxième la projeta contre la table en verre. La troisième fit céder ses genoux. Helena s'enfuit. Elle traversa le couloir de son propre appartement comme une intruse, pieds nus, sans sac, sans rien d'autre que l'instinct primitif de survivre. Les escaliers de secours semblaient interminables, chaque marche une torture pour ses côtes qui protestaient à chaque respiration. Dehors, la pluie tombait en rideaux épais, transformant la ville en un flou gris de lumière et d'ombre. Elle courut. Elle ne savait pas où, seulement loin. Ses jambes tremblaient, l'adrénaline commençant à se dissiper et ne laissant à sa place qu'une douleur brute. Les rues étaient désertes à cette heure tardive de la nuit. Il n'y avait pas de taxi. Personne. Juste elle, la pluie, et l'écho lointain de pas qui pouvaient ou non être réels. C'est alors que ses jambes ont finalement abandonné. Helena s'effondra dans une ruelle étroite entre 2 immeubles résidentiels modestes, loin des gratte-ciel de verre qu'elle connaissait. Le monde tournait. Sa vision s'assombrissait sur les bords. Elle pensa, avec une clarté étrange, que c'était peut-être ainsi que son histoire se terminerait. Une PDG puissante, réduite à une femme brisée dans une flaque de pluie sale. Puis, une lumière. Des pas précipités. Une voix masculine, grave et inquiète, disant quelque chose qu'elle ne put entièrement comprendre. Des mains fortes, mais douces, touchant son épaule avec précaution. Helena se recroquevilla instinctivement, un son s'échappant de sa gorge, quelque chose entre un sanglot et une demande silencieuse. L'homme recula immédiatement, main levée en signe de reddition universelle. Elle parvint à le distinguer à travers la pluie. Il était grand, aux épaules larges, de ceux qui travaillent de leurs mains, pas avec des tableurs. Ses yeux étaient sombres et contenaient quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis des années dans un regard masculin. Une inquiétude sincère. Sans arrière-pensée, sans calcul, sans jeu de pouvoir. Il parla à nouveau, lentement, comme s'il s'adressait à quelqu'un effrayé. Il offrit son aide. Il dit qu'il habitait près d'ici, qu'il pouvait appeler quelqu'un, ou simplement la laisser entrer pour qu'elle se sèche. Helena aurait dû refuser. Toutes les règles de sécurité, tous les instincts d'une femme qui avait construit des murailles autour de sa vie criaient de ne pas faire confiance. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Quelque chose dans la façon dont il gardait une distance respectueuse, comme s'il comprenait exactement le type de peur qu'elle ressentait. Helena acquiesça, un simple mouvement de tête. Il l'aida à se relever, soutenant son poids lorsque ses jambes flanchèrent à nouveau, mais sans jamais la tenir trop fort, laissant toujours de l'espace pour qu'elle s'éloigne si elle le voulait. Son appartement se trouvait au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur. Chaque marche était une bataille. À l'intérieur, le salon était petit, organisé simplement. Des jouets pour enfants rangés dans une boîte dans un coin. Des photos au mur montrant un homme souriant et un jeune enfant avec des tresses. Aucune femme sur les photos. Il apporta des serviettes propres, des vêtements secs trop grands et une trousse de premier secours. Puis, il fit quelque chose qui surprit Helena plus que n'importe quel geste coûteux que Richard avait jamais fait. Il s'assit par terre, à distance, et attendit simplement. Il ne posa pas de questions. Il n'exigea pas d'explications. Il offrit seulement une présence silencieuse et rassurante. C'est alors qu'Helena commença enfin à pleurer vraiment. Pas les larmes contenues d'une cadre stressée, mais les pleurs brisés d'une femme qui avait oublié ce que c'était d'être traitée avec une humanité de base. Et cet étranger, dont elle ne connaissait même pas encore le nom, resta simplement là, un phare silencieux dans sa tempête personnelle. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre le prochain chapitre de ce voyage émouvant.
Le matin arriva avec une lumière douce filtrant à travers de simples rideaux en coton. Elena se réveilla sur un canapé qui n'était pas le sien, couverte d'une couverture qui sentait la lessive bon marché et le nettoyage honnête. Chaque muscle de son corps criait en protestant lorsqu'elle tenta de s'asseoir. Les souvenirs de la nuit précédente revinrent comme des vagues violentes, et elle dut fermer les yeux pour ne pas être de nouveau submergée. Des voix basses venaient de la cuisine. Une grave et masculine, l'autre aiguë et enfantine, pleine d'énergie matinale. Elena se força à se lever, se déplaçant lentement vers les sons. À l'entrée de la petite cuisine, elle s'arrêta. L'homme qui l'avait sauvée était accroupi à hauteur d'une fillette d'environ 6 ans, tressant soigneusement ses cheveux crépus tandis qu'elle balançait ses jambes assise sur une chaise haute. L'enfant vit Elena en premier. Ses yeux s'écarquillèrent, curieux mais pas effrayés. L'homme se retourna immédiatement, se mettant debout dans un mouvement protecteur instinctif. Mais ses épaules se détendirent lorsqu'il vit qu'Elena était réveillée. Il se présenta comme James. La fillette était sa fille, Zoé. Il prépara un café trop léger et des tartines avec de la confiture, posant le tout devant Elena avec la même délicatesse qu'il aurait utilisée avec un animal blessé. Zoé observait avec un intérêt sans gêne, jusqu'à ce que James murmure quelque chose sur le fait de laisser de l'espace. La fillette acquiesça avec une sagesse dépassant ses années et alla jouer dans le salon. Elena mangea en silence. Chaque bouchée était difficile, sa mâchoire encore douloureuse. James ne posa aucune question. Il mentionna simplement, de façon décontractée, qu'il était technicien en réparation et que Zoé resterait chez une voisine pendant qu'il travaillait. Que Elena pouvait rester aussi longtemps qu'elle le souhaitait. Sans pression. Sans attente. C'était tellement différent de tous qu'elle connaissait que cela faisait presque mal. Dans le monde d'Elena, chaque geste avait un prix attaché. Chaque gentillesse était un investissement attendant un retour. Mais ici, dans ce minuscule appartement qui tenait 3 fois dans son dressing, il y avait quelque chose que son argent n'avait jamais acheté. L'authenticité. Les jours suivants se dissolvaient dans une étrange routine. Elena dormait beaucoup, son corps se permettant enfin de se reposer après des années à fonctionner à la force de volonté pure et à la caféine. Lorsqu'elle se réveillait, James était toujours à proximité, mais jamais intrusif. Il réparait des choses, préparait des repas simples, jouait avec Zoé. Et progressivement, Elena commença à faire partie de cette petite orbite. Zoé était la clé qui déverrouilla quelque chose en Elena. La fillette ne savait pas qui elle était, elle ne se préoccupait pas des titres ni des réussites. Elle voulait simplement quelqu'un pour dessiner avec elle, écouter ses histoires sur l'école, l'aider à construire des châteaux avec les coussins du canapé. Et Elena, surprise, découvrit qu'elle voulait cela aussi. Mais la réalité ne disparaît pas parce qu'on ferme les yeux. Le téléphone d'Elena était resté derrière lors de sa fuite, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se cacher pour toujours. Richard n'était pas le genre d'homme à accepter de perdre. Il avait des connexions, des ressources, et un ego blessé qui exigerait réparation. Un après-midi, alors que Zoé était à l'école et que James travaillait, Elena demanda enfin à utiliser son téléphone fixe. Ses mains tremblaient en composant le numéro de son assistante personnelle. La femme décrocha au 2e appel, sa voix éclatant à la fois de soulagement et de panique. L'entreprise était en chaos. Richard avait répandu une histoire soigneusement construite sur Elena ayant subi une crise nerveuse. Qu'elle était instable, prenait des décisions erratiques, qu'il avait tenté d'aider mais qu'elle l'avait attaquée. Des mouvements étaient déjà en cours au conseil pour l'écarter temporairement, Richard assumant le contrôle intérimaire. Elena écouta tout cela avec un calme glacial s'installant dans ses veines. Elle reconnut ce stratagème. C'était exactement ce qu'elle ferait si elle voulait prendre le contrôle d'une entreprise sans éveiller les soupçons. Détruire d'abord la crédibilité du leader, puis se positionner comme la solution logique. Richard avait appris d'elle, après tout. 3 ans à observer chacun de ses mouvements. Mais il avait commis une erreur. Une erreur cruciale que les hommes puissants commettent toujours lorsqu'ils sous-estiment les femmes. Il avait supposé que la violence la briserait complètement. Qu'elle s'effondrerait et disparaîtrait, facilitant sa prise de pouvoir. Richard ne comprenait pas qu'Elena n'avait pas construit un empire en étant fragile. Elle avait seulement oublié sa propre force sous des couches de conformité et d'attente. Elena remercia son assistante et raccrocha. Elle s'assit dans la cuisine simple de James, regardant autour d'elle l'espace devenu un refuge improbable. Il y avait une photo sur le réfrigérateur, maintenue par un aimant bon marché. Zoé avait dessiné 3 personnes se tenant par la main. Une grande avec des outils, une petite avec des tresses, et une nouvelle, avec des cheveux bouclés et un grand sourire. Cette image simple, faite avec des crayons de cire sur du papier froissé, valait plus que n'importe quel contrat qu'Elena ait jamais signé. Et à ce moment-là, elle prit une décision. Elle ne fuirait pas.
Elle ne se cacherait pas. Mais elle ne reviendrait pas non plus en tant que la même femme qu'elle avait été. Richard voulait la guerre. Elle livrerait une bataille. Mais cette fois, elle se battrait non pas pour le pouvoir, mais pour la possibilité d'une vie que ce dessein d'enfant représentait. Une vie où elle n'avait pas besoin d'être invincible pour être précieuse. Où être humaine n'était pas une faiblesse, mais la plus grande force de toutes. Helena passa les 3 jours suivants à transformer la table de salle à manger de James en centre d'opération. Son ordinateur portable d'entreprise était resté dans l'appartement avec Richard, mais elle n'en avait pas besoin. Elle connaissait chaque chiffre, chaque contrat, chaque secret enterré dans les fichiers de l'entreprise par cœur. Elle avait construit cet empire brique par brique et savait exactement où se trouvaient les fissures que Richard essayait de cacher. James observait de loin, apportant café et sandwich à intervalles réguliers, ne posant jamais de questions mais toujours présent. Zoé dessinait à ses côtés, créant des mondes colorés sur le papier tandis qu'Helena reconstruisait son propre monde dans des tableaux manuscrits et des notes précises. Le premier appel fut pour Marcus Chen, l'avocat qui l'avait aidé à structurer l'entreprise des années auparavant. Un homme qui devait sa carrière initiale à Helena et ne l'avait jamais oublié. Elle expliqua la situation en termes cliniques, sans émotion, seulement les faits. Marcus resta silencieux de longues secondes avant d'exploser dans une colère contrôlée. Il enquêtait déjà sur des irrégularités que Richard avait tenté d'enterrer. Au cours des 6 derniers mois, Richard avait détourné des fonds via des contrats fictifs avec des fournisseurs existant uniquement sur papier. De petites sommes, dispersées suffisamment pour ne pas déclencher d'alarme immédiate. Mais cumulées, elles atteignaient des millions. Marcus possédait les documents, les transactions bancaires, les emails. Il n'avait juste pas le contexte, ne comprenait pas le plan global. Maintenant il comprenait. Helena sourit pour la première fois depuis des jours. Pas un sourire heureux, mais le sourire acéré d'un prédateur qui identifie une proie vulnérable. Richard avait sous-estimé 2 choses. Premièrement, qu'elle avait des alliés loyaux qu'il n'avait pas pu corrompre. Deuxièmement, qu'elle connaissait chaque système de sécurité, chaque protocole, chaque mot de passe qu'il utilisait parce qu'elle-même avait créé cette structure. Le deuxième appel fut plus difficile. Sarah Kim, directrice des ressources humaines et seule autre femme au conseil exécutif à part Helena. Elle n'avait jamais été proche. Sarah avait toujours gardé une distance professionnelle calculée. Mais lorsqu'Helena mentionna le nom de Richard et le mot abus, le silence à l'autre bout du fil prit un poids différent. Sarah respira profondément. Puis, d'une voix trop contrôlée pour être détendue, elle raconta sa propre histoire. Comment Richard avait fait des avances inappropriées il y a 2 ans. Comment elle avait refusé et soudainement ses projets avaient commencé à être subtilement sabotés. Comment elle avait appris à devenir invisible près de lui. D'autres femmes dans l'entreprise avaient des histoires similaires, murmurées dans les toilettes et les couloirs vides, mais jamais formalisées. Helena sentit la colère brûler dans son estomac. Elle avait été aveugle. Trop concentrée sur les chiffres et la croissance pour voir le prédateur opérer dans son propre territoire. Mais maintenant elle voyait. Et elle verrait jusqu'au bout. Pendant la journée, Helena planifiait. Pendant la nuit, elle réapprenait à vivre. Des dîners simples avec James et Zoé, où la fillette bavardait sur sa journée et James écoutait avec une attention sincère. Faire la vaisselle côte à côte, leurs épaules se touchant parfois. Regarder des films pour enfants sur le petit canapé, Zoé dormant entre eux. Il y avait des moments où Helena oubliait qui elle était. Quand elle riait d'une bêtise que Zoé disait, ou lorsque James touchait doucement son bras en passant le sel. Des moments où le minuscule appartement semblait plus grand que son Penthouse de luxe ne l'avait jamais été. Où le bruit des voisins à travers les murs fins sonnait comme une symphonie de vie réelle, et non le silence stérile de l'isolement qu'elle appelait paix. Une nuit, après que Zoé se soit endormie, James et Helena restèrent sur le minuscule balcon, partageant l'espace étroit. Il fumait parfois, mais pas cette nuit-là. Il resta simplement là, regardant les lumières de la ville au loin. Il parla de sa femme. Comment elle était morte 3 ans auparavant, d'un cancer agressif qui avait eu raison d'elle en seulement 6 mois après le diagnostic. Comment il avait dû apprendre à être à la fois mère et père, à tresser les cheveux, cuisiner et nettoyer les genoux écorchés, tout en portant une douleur qui menaçait de le détruire. Comment Zoé l'avait sauvé, et non l'inverse. Parce qu'elle avait besoin de lui entier, il n'avait donc eu d'autre choix que de se reconstruire. Helena écouta et comprit. Ils se ressemblaient, elle et James. Tous deux survivants de tempêtes différentes. Tous deux apprenant que la force ne vient pas de ne jamais se briser, mais de rassembler les morceaux et de continuer. Elle lui prit la main. Ce n'était pas un geste romantique, mais une reconnaissance. Il serra en retour, un simple réchauffement contre le froid de la nuit. Le 10e jour, tout était prêt. Helena avait des documents, des témoins, des alliés positionnés.
Elle avait une stratégie que Richard, malgré toute son arrogance, n'anticiperait jamais. Parce qu'il pensait encore qu'elle était cachée, brisée, sans importance. Helena regarda dans le miroir le matin de l'exécution. La femme reflétée était différente de celle qui avait fui sous la pluie. Il restait des marques, certaines visibles, d'autres non. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Pas l'éclat froid de l'ambition, mais un feu plus chaud. Un but né non pas de la cupidité, mais de la justice. James apparut derrière elle, Zoé dans ses bras encore somnolente. La fillette tendit les bras et Helena la prit automatiquement, quelque chose qui, quelques semaines auparavant, aurait été impensable. Zoé se blottit contre son cou. Il était temps de revenir. Mais cette fois, elle savait exactement pourquoi elle revenait. La salle de réunion du conseil était pleine lorsqu'Helena franchit les portes doubles. Le silence tomba comme une guillotine. Tous se retournèrent, leurs visages oscillant entre choc, soulagement et quelque chose de plus sombre. Richard était à la tête de la table, exactement là où elle avait l'habitude de s'asseoir, et le masque d'inquiétude qu'il portait glissa pendant une fraction de seconde, révélant une panique pure. Helena ne courut pas. Elle ne cria pas. Elle marcha avec le calme de quelqu'un qui connaît chaque centimètre de ce territoire parce qu'elle l'avait construit de ses propres mains. Elle portait un simple tailleur, sans les bijoux coûteux qu'elle arborait habituellement. Son visage portait encore des marques, jaunies mais visibles. Elle ne tenta pas de les cacher. Richard retrouva rapidement son aplomb, se levant avec un sourire forcé. Il commença à parler de son inquiétude, de sa recherche pour la retrouver, de combien il était heureux de la voir rétablie. Sa voix dégoulinait de fausse compassion. Helena le laissa parler. Elle le laissa creuser sa propre tombe avec chaque mot. Lorsqu'il s'arrêta enfin, elle posa un classeur sur la table. Elle ne dit rien, elle l'ouvrit simplement. À l'intérieur, des documents organisés avec une précision chirurgicale. Des relevés bancaires mettant en évidence des transferts suspects. Des contrats avec des sociétés fictives. Des emails récupérés depuis des serveurs que Richard pensait avoir effacés, mais qu'Helena sauvegardait toujours sur des systèmes qu'elle seule connaissait. La température de la salle chuta. Les membres du conseil se penchèrent en avant, prenant les copies que Marcus distribuait silencieusement, étant entré juste derrière Helena. Chaque visage qui lisait les documents se durcissait progressivement. Richard tenta de rire, qualifiant cela de malentendu, de chiffre hors contexte. Sa voix monta d'une octave, perdant le contrôle soigneusement maintenu. Il pointa Helena du doigt, commençant à parler d'instabilité, de comportement erratique, de son incapacité à formuler des accusations. Sarah se leva. Sa voix sortit ferme, remplissant l'espace. Elle raconta son histoire. Puis, comme des pièces de domino, deux autres femmes de l'entreprise présentes firent de même. Pas toutes les victimes, mais suffisamment. Suffisamment pour révéler un schéma indéniable. Le visage de Richard passa du faux charme à une colère à peine contenue. Il frappa la table, se tournant directement vers Helena. Il fit un pas vers elle, et elle vit dans ses yeux la même violence de cette nuit-là. La même certitude qu'il pourrait l'intimider au silence. Mais Helena ne recula pas. Elle soutint son regard avec une froideur qu'il n'avait jamais vue chez elle auparavant. Puis elle fit quelque chose qui le désarma complètement. Elle sourit. Pas de peur, pas de colère. Avec pitié. Parce qu'à ce moment-là, Helena comprit quelque chose de fondamental. Richard était petit. Il l'avait toujours été. Un homme médiocre qui ne se sentait grand qu'en écrasant les autres. Son pouvoir était emprunté, volé, construit sur le mensonge et l'intimidation. Tandis qu'elle avait construit quelque chose de réel. Quelque chose qui survivrait sans elle parce qu'il avait des fondations solides. Le vote fut rapide. Richard fut destitué à l'unanimité. La sécurité de l'entreprise était déjà en route, alertée à l'avance par Marcus. Lorsqu'ils tentèrent de l'escorter dehors, il explosa. Il cria des menaces, des insultes, révélant enfin sa véritable nature à tous. Il promit de la détruire, de la poursuivre en justice, de lui faire regretter. Helena observa simplement tandis qu'on l'emmenait. Elle sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Ni triomphe, ni satisfaction. Juste une conclusion. Un chapitre qui se ferme, non avec des feux d'artifice, mais avec la simplicité nécessaire de la fin. Après que la salle se fut vidée, ne restant plus qu'elle et Marcus, l'avocat demanda quels seraient les prochains pas. L'entreprise lui appartenait de nouveau. Le conseil voterait son retour immédiat comme PDG. Tout pourrait redevenir normal. Helena regarda par la fenêtre panoramique, vers la ville s'étendant à l'infini. 15 ans avaient été passés à grimper, conquérir, prouver. Construire un empire censé combler un vide qu'elle ne reconnaissait que maintenant. Et soudain, tout cela semblait insuffisant.
Pas inutile, mais incomplet. Elle pensa à Zoé dessinant sur la table de la salle à manger. À James tressant les cheveux avec une patience infinie. Dans ce petit appartement tenant 3 fois dans son dressing, mais où elle avait enfin trouvé l'espace pour respirer. Elle pensa à la femme qu'elle était et à celle qu'elle pourrait devenir. Elena se tourna vers Marcus et dit quelque chose qui le fit figer. Elle démissionnerait. Pas immédiatement, mais dans 6 mois. Temps suffisant pour une transition appropriée, pour garantir que l'entreprise reste entre des mains compétentes. Temps pour faire les choses correctement, une dernière fois. Marcus tenta de raisonner, parler d'héritage et de responsabilité. Mais Elena avait déjà pris sa décision. Parce que pour la première fois de sa vie, elle comprenait la différence entre construire un empire et construire une vie. Entre être puissante et être libre. Elle quitta l'immeuble corporatif alors que le soleil se couchait, teintant tout d'or. Son téléphone sonna. C'était James, voix douce demandant si tout allait bien, si elle avait besoin de quelque chose. Zoé criait au loin, demandant si elle reviendrait dîner. Elena sourit, véritablement cette fois. Oui, dit-elle. Je rentre à la maison. 6 mois passèrent comme des pages tournant dans un livre bien écrit. Elena accomplit chaque promesse, chaque transition, chaque responsabilité avec la même précision qui avait toujours défini son travail. Mais maintenant, il y avait une différence. Elle quittait le travail à l'heure. Elle assistait aux réunions scolaires de Zoé. Elle préparait des dîners désastreux que James faisait semblant d'apprécier tandis que Zoé riait ouvertement. L'appartement de James était devenu un véritable foyer. Pas officiellement, pas sur le papier, mais dans les petites choses. La brosse à dents d'Elena à côté des 2 autres. Ses vêtements mélangés dans la lessive. Son nom criait avec celui de James lorsque Zoé se réveillait après un cauchemar et avait besoin de réconfort. Richard fit face à des conséquences que les hommes comme lui rencontrent rarement. Procédure pénale pour fraude et détournement. Enquête révélant des stratagèmes dans ses emplois précédents, un schéma de comportement enfin exposé à la lumière. Il perdit tout. Pas pour la violence qu'il avait infligée à Elena, car le système punit rarement cela correctement, mais pour l'argent qu'il avait volé. Parce que la société protège mieux le capital que les personnes. Elena témoigna au tribunal. Elle dit sa vérité d'une voix ferme, sans se briser, sans détourner le regard. D'autres femmes firent de même. Et bien que la justice fût imparfaite, c'était quelque chose. Un précédent. Un message. Le jour de sa démission officielle, l'entreprise organisa un événement. Discours sur l'héritage et les contributions. Photos pour les archives corporatives. Elena sourit poliment, serra des mains, accepta les remerciements. Mais son esprit était ailleurs. Dans un petit bureau qu'elle avait loué 3 pâtés de maison plus loin. Dans des documents de création pour une nouvelle organisation à but non lucratif qu'elle avait passé des mois à structurer. Le projet avait un nom simple. Casa Zoé. Centre de soutien pour les femmes sortant de relations abusives. Pas seulement un refuge temporaire, mais un programme complet. Conseil juridique gratuit. Soutien psychologique. Formation professionnelle. Aide pour reconstruire non seulement la sécurité physique, mais l'autonomie financière et émotionnelle. Elena a investi une partie significative de sa fortune personnelle. Mais plus que de l'argent, elle investit du temps et du savoir. Parce qu'elle comprenait maintenant que le vrai pouvoir ne vient pas de ce que l'on accumule, mais de ce que l'on peut restituer transformé. Sarah quitta également l'entreprise, devenant directrice des opérations de la Casa Zoé. Marcus offrit ses services juridiques pro bono. D'autres se joignirent, construisant un réseau de soutien qu'Elena aurait aimé avoir lorsqu'elle avait fui sous la pluie cette nuit-là qui semblait appartenir à une autre vie. La cérémonie d'ouverture fut petite, intentionnelle. Pas de presse, pas de projecteur. Juste les personnes qui comptaient. Zoé coupa le ruban, sérieuse et importante dans sa nouvelle robe. James était à côté d'Elena, sa main ferme dans son dos. Un soutien silencieux qu'elle avait appris à accepter, à apprécier, à rendre. Cette nuit-là, après que Zoé se soit endormie, épuisée par l'excitation, Elena et James restèrent sur le balcon. Ils avaient déménagé dans un appartement plus grand, mais avaient gardé la tradition de partager cet espace étroit sous les étoiles que la pollution lumineuse masquait presque. James sortit une petite boîte de sa poche. Ce n'était pas une bague chère, pas un diamant valant une fortune. C'était une bague simple en argent avec une inscription intérieure qu'il avait lui-même choisie. 3 mots. Maison. Sécurité. Amour. Elena ne pleura pas en disant oui. Elle avait déjà versé toutes les larmes qu'elle possédait. Mais elle sourit d'une manière qui illumina quelque chose en elle qui était éteint depuis trop longtemps. Pas le bonheur de façade des photos corporatives, mais la joie réelle, désordonnée, humaine.
Ils se marièrent lors d'une petite cérémonie. Zoé fut demoiselle d'honneur, portant les alliances avec un sérieux théâtral. Le juge qui officiait était le même qui avait jugé Richard. Cercle fermé d'une manière que la vie réelle permet rarement, mais que parfois, miraculeusement, elle offre. La Casa Zoé grandit. La première femme accueillie arriva 3 jours après l'ouverture. Puis la deuxième, la troisième. Histoire différente, douleur similaire. Elena travaillait avec chacune d'elles, non pas comme une PDG distante, mais comme quelqu'un qui comprenait, qui avait été là, qui savait que survivre n'était que le premier pas, et reconstruire était un long voyage que personne ne devrait faire seul. Des années plus tard, Zoé, déjà adolescente, fit un projet scolaire sur les héroïnes. Elle choisit Elena. Pas pour l'entreprise qu'elle avait créée, pas pour l'argent qu'elle avait gagné, mais pour le courage de recommencer, d'admettre que le chemin qu'elle avait emprunté ne menait pas là où elle voulait être, de choisir autrement. Elena lut le projet avec James à ses côtés, tous deux vieillissant ensemble d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginé possible dans cette ancienne vie. Et elle comprit que le véritable héroïsme ne consiste pas à ne jamais tomber. Il consiste à se relever, à demander de l'aide, à transformer la douleur en but. Parce qu'au final, l'histoire d'Elena ne parlait pas d'une PDG puissante qui avait tout perdu. Elle parlait d'une femme qui avait dû tout perdre pour finalement trouver ce qui comptait vraiment. Et cette différence, cette compréhension, fit toute la différence. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, inscrivez-vous à la chaîne. Parce que nous méritons tous de nous rappeler que peu importe la noirceur de la nuit, il existe toujours la possibilité d'un nouveau matin. De choisir autrement. D'être différent.